Bonjour à tous. Je suis Amélie Dupassage, directrice de l'instruction et du contentieux des sanctions à l'AMF. Je suis ravie d'animer cette séquence consacrée donc aux compositions administratives et à la jurisprudence de la commission des sanctions. Alors, comme chaque année, il nous a semblé intéressant de partager avec vous les enseignements que l'on peut tirer des décisions rendues par la commission des sanctions et des transactions qu'elle a homologuées. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Guerminck. Vous êtes président de la commission des sanctions. Bonjour. Et vous allez nous présenter aujourd'hui certaines des décisions rendues par la commission en 2022. J'ai également le plaisir d'accueillir Maxence Delorme. Vous êtes directeur des affaires juridiques de l'AMF et vous allez nous présenter aujourd'hui certains accords de composition administrative homologués en 2022. Enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Sourlas. Vous êtes secrétaire général adjoint en charge de la direction de la gestion d'actifs. Nous évoquerons avec vous les principaux enseignements opérationnels de ces décisions et de ces accords. Pour commencer, Monsieur le Président, quel bilan dressez-vous des décisions rendues par la Commission en 2022 concernant le contrôle des prestataires de services d'investissement et les sociétés de gestion? Alors, au cours de l'année 2022, la Commission des sanctions a rendu 12 décisions, dont 5 concernaient les sociétés de gestion ou des prestataires de services d'investissement. En ce qui concerne les sanctions, 28 sanctions pécuniaires ont été présentées pour un montant total de 99 580 000 €, un montant cumulé qui est le plus important prononcé par la Commission des sanctions depuis sa création. Par ailleurs, 12 sanctions disciplinaires ont été prononcées en sus ou à la place des sanctions pécuniaires. Je précise que certaines décisions font encore l'objet d'un recours devant le Conseil d'État ou la Cour d'appel de Paris et ne sont donc pas à ce jour définitives. Maxence, qu'en est-il du bilan des compositions administratives homologuées en 2022 ? Oui, alors avant tout, je voudrais rappeler que ce qu'on appelle les accords de composition administrative constituent la voie transactionnelle dans le cadre de laquelle le Collège peut s'engager de manière alternative à une procédure de sanction. Cette procédure ne constitue ni une reconnaissance de culpabilité, ni une sanction, et elle ne donne pas lieu à l'organisation d'une séance publique de la commission des sanctions. S'agissant du bilan, en 2022, 7 accords de composition ont été homologués par la commission des sanctions. 3 concernaient des sociétés de gestion, de portefeuille ou des prestataires de services d'investissement. Monsieur Guerminck, je vous propose de débuter la présentation des décisions par celle du 30 décembre 2022, par laquelle la commission des sanctions a infligé une sanction record d'un montant total de 93 millions €. Dans cette affaire, une société de gestion britannique s'était vue notifier plusieurs griefs en lien avec des investissements réalisés par des fonds de droit français qu'elle gérait. Cette société a été condamnée à une sanction pécuniaire de 75 millions €. Son directeur général et son directeur des investissements ont été sanctionnés à hauteur de respectivement 15 millions €, soit le plafond légal, et 3 millions €. Et des sanctions disciplinaires ont également été prononcées à l'égard de ces 3 personnes. Revenons, si vous le voulez bien, aux manquements caractérisés concernant les règles relatives à la composition de l'actif des fonds. La décision retient que les titres n'étaient pas éligibles à l'actif pour 3 raisons. D'abord, au regard de leur niveau de liquidité. Qu'a précisément décidé la commission des sanctions sur ce point ? Alors, la société de gestion avait acquis des titres non cotés, peu ou pas liquides, dans des proportions allant jusqu'à 9% de l'actif des fonds. À la suite de la publication d'un article de presse, la société a fait face à des demandes de rachat très importantes. Elle a honoré ces demandes en cédant les autres actifs liquides du portefeuille, ce qui a provoqué une surpondération des actifs illiquides. Elle n'est ensuite pas parvenue à réduire son exposition à ces actifs. Le manque de liquidité a empêché la valorisation de ces actifs, ce qui a conduit à la suspension des souscriptions et des rachats, et à ce que les actifs illiquides soient cantonnés dans des fonds fermés dits « side pocket ». La Commission a considéré que cette suspension de souscription et des rachats et le cantonnement des actifs constituaient la manifestation d'une incapacité des fonds à honorer les demandes de rachat des porteurs provoquées par le défaut de liquidité des titres. La Commission a relevé que le risque de ne pas pouvoir rembourser les porteurs était raisonnablement prévisible au moment des investissements
et que la société de gestion n'avait effectué aucune diligence au moment d'investir pour identifier et anticiper ce risque. Alors, la décision retient également que les titres n'étaient pas éligibles en raison du non-respect des objectifs et de la politique d'investissement qui étaient fixés dans les prospectus des fonds. Oui, en effet, les titres financiers n'entraient pas dans le cadre de la politique d'investissement fixée par les prospectus des fonds, à défaut d'être notés par une agence de notation ou d'être émis par un émetteur noté par une agence de notation. La Commission a donc considéré que ce manquement était caractérisé. Et qu'en est-il du non-respect des règles d'éligibilité des titres tirées de la valorisation des titres de créances non cotés? Comme vous le savez, les règles d'investissement des OPCVM prévoient que les titres financiers éligibles sont ceux pour lesquels des informations permettant de les évaluer régulièrement de façon fiable sont disponibles. Et la Commission a constaté que la méthode de valorisation utilisée en l'espèce par la société de gestion s'appuyait sur des informations inexistantes ou qui n'étaient pas fiables. Alors, Philippe, quels sont les enseignements opérationnels que l'on peut tirer de cette décision? Alors, on peut rappeler tout simplement que les règles d'éligibilité pour des OPCVM, et en particulier les règles de liquidité et de valorisation, sont des règles absolument essentielles pour le bon fonctionnement d'un OPCVM, et qu'en conséquence, l'implication des fonctions de contrôle de second niveau, donc de risque et de conformité à la hauteur des enjeux, est attendue. Spécifiquement sur la liquidité, je vous renvoie à la publication que nous avons faite il y a 2 ans dans le cadre du CSA Liquidité, au sein de laquelle nous avions formulé un certain nombre de recommandations et apporté un certain nombre de précisions, notamment sur les diligences qui devaient être menées sur cet enjeu de liquidité. Et nous rappelons même à l'époque que, y compris pour des titres cotés, qui bénéficient pourtant d'une présomption de liquidité du fait des textes européens, dans certains cas, des diligences approfondies pouvaient être requises. Enfin, évidemment, au-delà des règles d'éligibilité légales, sont également importantes les règles d'éligibilité contractuelles prévues dans les prospectus. Alors, au-delà du non-respect des règles d'éligibilité, la Commission des sanctions a retenu que la société de gestion avait dépassé certains ratios. Oui, tout à fait. Il s'agissait notamment du ratio d'emprise. Les OPCVM en question ne pouvaient pas détenir individuellement plus de 10% des titres de créances émis par un même émetteur. Or, du fait de l'importance qu'ils représentaient dans le total émis de l'émetteur, ces EPCVM étaient exposés à certains émetteurs au-delà des 10%. Alors, Philippe, avez-vous un message à faire passer aux professionnels présents aujourd'hui au sujet du dépassement des ratios? Alors, je pense qu'il n'aura échappé à personne que l'AMF, dans son dispositif de supervision, s'intéresse de plus en plus à cette thématique des breaches de ratios. Donc, en particulier, il y a 1 an, nous avons mis en place un reporting assez granulaire qui permet de remonter tous les breaches de ratios actifs. Et donc, nous allons continuer cet effort en traitant ces reportings pour échanger davantage avec vous, à la fois sur la prévention de ces breaches et aussi sur les actions de remédiation qui sont mises en œuvre. Alors, nous venons d'évoquer avec cette décision du 30 décembre 2022 le sujet de la liquidité sous l'angle de l'éligibilité des actifs. Le sujet de la liquidité a également été abordé dans une décision du 21 décembre 2022, mais cette fois à l'occasion de l'appréciation du caractère opérationnel des dispositifs et en particulier du dispositif de gestion du risque de liquidité. Pourriez-vous revenir sur les carences de ces procédures? Oui, et je vais commencer par le point que vous venez d'évoquer. La société de gestion a été condamnée parce que les dispositions de sa politique de gestion des risques, et en particulier du risque de liquidité, n'étaient pas suffisamment précises ni adaptées aux risques propres aux OPCVM gérés, et que aussi elles n'étaient pas toujours respectées en pratique. Plusieurs carences ont été relevées. Pour ne citer qu'un exemple, la Commission a constaté que le document intitulé « Politique de gestion des risques », ce document ne comprenait pas en son sein les éléments nécessaires à la détermination des méthodes de calcul ou des variables utilisées pour réaliser les tests de liquidité. Il fallait procéder par recoupement avec un fichier Excel. La procédure ne se suffisait donc pas à elle-même, et de même la politique en question, le document en question, n'identifiait pas les contraintes propres aux fonds gérés. La Commission a également constaté l'absence de contrôle sur ces points et a donc retenu que la société n'avait pas respecté son obligation d'établir et de maintenir opérationnelle une fonction de conformité efficace pour gérer le risque de liquidité. Il s'agit donc de manquements tirés de l'appréciation in concreto d'une procédure spécifique. Philippe, peut-on tirer des enseignements plus généraux? Alors peut-être simplement rappeler que depuis la date des faits, les exigences en matière de stress test de liquidité, plus spécifiquement, ont été singulièrement renforcées,
avec la publication des guidelines ESMA sur les stress tests de liquidité, qui posent à la fois des cadres méthodologiques, mais aussi d'organisation et de gouvernance assez précis sur ce qui est attendu de la part des sociétés de gestion. Alors, Monsieur le Président, cette décision a également été l'occasion pour la Commission des sanctions de préciser les exigences en matière de procédure de détection des opérations suspectes susceptibles de caractériser un abus de marché. Que retenir de la décision sur ce point ? Je précise que dans cette affaire, il s'agissait d'une société de gestion qui participait à des sondages de marché. Je crois qu'on peut retenir 3 choses. La première, c'est que les RCCI doivent être particulièrement vigilants à mettre en place une procédure de détection et de déclaration des opérations suspectes, une procédure qui soit complète et opérationnelle. Ensuite, que les RCCI doivent s'assurer du respect de cette procédure par eux-mêmes et par les salariés de la société. Et enfin, la procédure, en tant que document, doit se suffire à elle-même et préciser concrètement les diligences à réaliser. Alors, dans cette affaire, il était également question d'exigences en matière de LCBFT. Est-ce que vous pourriez nous préciser les insuffisances qui ont été relevées ? Oui, alors la Commission donc a jugé le dispositif LCBFT insuffisant pour identifier et évaluer le risque de blanchiment des capitaux. Elle a en effet procédé à plusieurs constats, par exemple que la procédure n'était pas suffisamment précise et détaillée, que la cartographie des risques était également défaillante, car quel que soit le risque et l'activité identifiée, sa mise en œuvre conduisait systématiquement à obtenir un risque résiduel qualifié de faible, et que la procédure d'entrée en relation et de suivi de la relation client était également insuffisante. Par exemple, elle ne définissait pas la notion de personne politiquement exposée, et elle définissait de manière incomplète les bénéficiaires effectifs. Et enfin, la Commission a considéré que la société de gestion n'avait pas respecté son obligation de disposer d'une procédure opérationnelle pour actualiser la connaissance client pendant la relation d'affaires. Merci. Alors, je me tourne maintenant vers vous, Maxence Delorme. Des problématiques similaires relatives au dispositif LCBFT ont été constatées dans des accords de composition administrative du 15 juin 2022 et du 28 juillet 2022. Oui, alors en effet, les problématiques de LCBFT sont devenues courantes, y compris en matière d'accords de composition administrative. Vous l'avez dit, 2 des 3 accords que j'ai cités en introduction couvrent ces problématiques. Alors concernant l'accord du 28 juillet, et j'ouvre une parenthèse, les accords sont en ligne sur le site internet de l'AMF. S'agissant de l'accord du 28 juillet, ce qui était reproché, c'était le caractère incomplet de la procédure, ce qui est un grief classique, en particulier s'agissant des diligences relatives à l'identification et à la connaissance des clients. Dans cet accord, un sous-grief avait également été notifié au titre du caractère défaillant de la cartographie des risques, et ce fait écho à la décision du 21 décembre 2022 de la Commission des sanctions. La cartographie des risques dans cet accord, dans ce dossier, n'était pas adaptée aux modalités d'exposition au risque de blanchiment propre aux activités de société de gestion. Donc, dans cette affaire, la procédure était défaillante et qu'en est-il de sa mise en œuvre ? Oui, dans ce même dossier qui a donc donné lieu à un accord du 28 juillet, ce qui avait été constaté par la mission de contrôle, c'est de nombreuses lacunes dans la mise en œuvre des processus LCBFT. Je donnerai quelques exemples. Une absence de suivi du risque LCBFT des clients à travers les systèmes d'information, des lacunes dans le recueil et la conservation des pièces relatives à l'identification et à la connaissance des bénéficiaires effectifs, un défaut de traçabilité des diligences effectuées au moment de la cession d'actifs détenus par les fonds, et peut-être de manière plus originale et tout à fait intéressante, des lacunes dans la formation du personnel. Donc ce point a également été relevé. Dans l'autre affaire, donc celle qui a donné lieu à un accord du 15 juin 2022, ce qui a été constaté par les contrôleurs, ce sont des insuffisances dans la mise en œuvre de la procédure LCBFT, s'agissant en particulier de la connaissance client et de la bonne tenue des dossiers clients qui doivent être complets. Or, on le rappelle, la connaissance des clients et des bénéficiaires effectifs, le recueil des informations clients au début de la relation et l'actualisation de l'ensemble de ces informations sont des fondamentaux au titre des procédures LCBFT. Il ne suffit donc pas qu'une procédure adéquate existe, il faut également qu'elle soit correctement appliquée. Cet accord, évidemment, rappelle
cette double exigence. La qualité du dispositif passe également, je l'ai dit, par une bonne formation du personnel. On le voit, la thématique LCBFT, dont nous avions d'ailleurs parlé l'année dernière, ressort nettement des décisions et des accords homologués en 2022. Philippe, quel message souhaitez-vous passer sur ce point aux professionnels présents aujourd'hui ? Alors, je pense que cette thématique de la LCBFT, elle a fait l'objet d'une attention clairement renforcée de la part des services de suivi et de contrôle ces dernières années. Alors, quand on échange avec les sociétés de gestion, on entend parfois une petite musique qui consiste à dire qu'avec la page de la visite du GAFI qui est passée, le soufflet va un petit peu retomber. Moi, ma vision, c'est exactement l'inverse. En tout cas, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on a encore prévu de renforcer notre action. Je pense notamment aux diligences sur l'actif des fonds, aux nouvelles règles relatives aux groupes de sociétés de gestion. Donc tout ça, ce sont des sujets sur lesquels on va continuer à renforcer nos actions de suivi. Et je signale également une thématique connexe à la LCBFT, l'échange automatique d'informations que j'ai évoqué un peu plus tôt ce matin, qui me semble également une autre priorité pour nous en termes de renforcement de notre action. Monsieur le Président, venons-en désormais à une décision du 6 juillet 2022 relative notamment aux modalités de gestion conseillée, à savoir l'utilisation par des sociétés de gestion de conseils reçus de tiers. Quels sont les apports de cette décision du 6 juillet ? Alors, il y a plusieurs enseignements à retenir. L'un des points majeurs est que la Commission a retenu que la société de gestion ne disposait pas d'une procédure relative à la traçabilité des conseils reçus des tiers, qu'elle ne traçait pas ses conseils, elle ne traçait pas les décisions de gestion adoptées à la suite de ces conseils. Dans cette décision, la Commission a clairement rappelé que l'exigence de disposer d'une procédure écrite relative à la traçabilité des conseils en investissement reçus de tiers, que cette exigence s'impose à toute société de gestion ayant recours à un prestataire extérieur, et ce, comme vous le savez, afin de garantir l'indépendance de celle-ci dans ses décisions de gestion. De plus, la Commission a également retenu le manquement à l'obligation d'établir et de maintenir opérationnel un mécanisme de contrôle de la gestion conseillée. Alors Philippe, quels enseignements en tirer ? Alors évidemment, l'obligation de traçabilité qui est très importante. Nous, dans le cadre du suivi, quand on regarde ces schémas de gestion conseillée, ces documents font partie des premiers qu'on est susceptible de demander. Ce sont également des documents qu'on est susceptible de demander dans le cadre de procédures d'agrément. Quand les rôles évoluent dans le temps, on a des cas de CIF, par exemple, qui demandent un agrément de société de gestion de portefeuille. Et donc là, ces documents nous permettent d'essayer d'évaluer et de s'assurer que les rôles et les responsabilités réciproques ont bien été respectés, qu'on n'est en particulier pas en présence d'un schéma de location d'agrément. Je précise également qu'en miroir de ces règles de traçabilité du côté de la société de gestion, il existe des règles analogues du côté du conseiller qui doit également tracer son conseil. Maxence, je vous propose d'aborder désormais l'accord du 15 mars 2022 qui présentait des développements intéressants sur la nature du service rendu aux clients. Oui, en effet, la particularité de ce dossier est que l'acteur concerné par la transaction commercialisait des produits financiers exclusivement en ligne. Or, ce qui est apparu à l'issue de la mission de contrôle, c'est que ce prestataire ne communiquait pas de manière claire sur la base de documents explicites sur la nature du service d'investissement rendu. En pratique, le client ne savait pas si le service rendu participait d'un conseil ou d'un simple service de réception-transmission d'ordre. Or, ce sujet, évidemment, est essentiel, car selon le service qui est rendu, l'étendue des obligations du prestataire varie. D'ailleurs, au-delà de la mauvaise présentation du service rendu, ce qui a été retenu comme grief par le collège dans ce dossier, c'est porté notamment sur l'obligation du prestataire de disposer d'un dispositif d'évaluation du caractère approprié ou adéquat du service d'investissement rendu. La mauvaise détermination de ce service se révélait ainsi dès la prise de contact du client et se traduisait, pour prendre un exemple, par des défaillances dans le questionnaire qui était remis au client. Ce recueil des connaissances du client préalablement à la transaction était également défaillant. Surtout, ce qui a permis de mettre en lumière la mission de contrôle, c'est la mauvaise détermination du service rendu qui s'est révélée lors de l'exécution même du service, notamment, pour ne citer qu'un exemple, en l'absence de remise de rapport d'adéquation préalablement à la réalisation de la transaction. Alors Philippe, je me tourne vers vous. Quels enseignements pratiques peuvent être tirés de cet accord ? Alors simplement, comme cela a été bien dit, rappeler l'importance de la qualification du service de conseil, puisque les règles diffèrent entre le conseil et la RTO,
Et surtout, le niveau de protection du client diffère entre ces deux services d'investissement. Voilà, c'est une question sur laquelle on est de temps en temps amené à échanger avec les acteurs dans le cadre du suivi. Et c'est vrai qu'il est quand même très fréquent qu'on parvienne à la conclusion plutôt d'une qualification de service de conseil. Et donc le message qu'on a tendance à faire passer dans le cadre du suivi, c'est celui d'une certaine prudence en la matière. Maxence, dans le cadre des accords que nous avons évoqués, quels engagements ont été pris par les personnes mises en cause ? Oui, alors je rappelle que la particularité des accords de composition administrative, c'est qu'ils comportent un certain nombre d'engagements qui sont schématiquement de deux natures. Vous avez les engagements financiers qui consistent à verser des sommes au trésor public, et puis vous avez surtout, et c'est de ça dont on va parler ce matin, des engagements essentiellement de remédiation. Alors, dans l'accord du 15 mars, la particularité, c'est que le prestataire concerné avait décidé, avant même la conclusion de la transaction, de mettre fin à l'activité de conseil en investissement. Évidemment, l'accord a tenu compte de cette situation de fait. Les engagements ont donc porté uniquement sur l'activité de réception-transmission d'ordre, la mise en place d'un dispositif de commercialisation incluant l'information des clients, ou encore la formation des salariés et le maintien d'un dispositif de conformité opérationnelle. Et quels étaient les engagements pris dans l'accord, cette fois du 28 juillet ? Alors, dans cet accord, la société avait commercialisé des autres FIA sans agrément. Elle s'est engagée, dans le cadre de cet accord, dans les meilleurs délais et au maximum dans un délai de 7 ans, c'est tout à fait notable, à procéder à la gestion extinctive de son activité. La société de gestion s'est ainsi engagée à liquider les holdings concernés en effectuant ses meilleurs efforts afin de maximiser le remboursement du capital investi selon des modalités revues par l'AMF. Pour être plus précis sur ce point, la société a dû mettre en place notamment des moyens humains adaptés au suivi de la gestion extinctive de l'activité, en ce compris un évaluateur externe indépendant IFM pour les biens immobiliers. J'ajoute que ce même accord prévoit également des mises en conformité qui portent sur la procédure de valorisation des actifs de la société, celle-ci ayant été considérée par le collège de l'AMF comme non opérationnelle, ainsi que sur la procédure LCBFT, également non opérationnelle, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Merci. Et concernant l'accord du 15 juin 2022, quels sont les engagements de remédiation marquants pris au titre de cet accord ? Oui, alors dans cet accord, des défaillances ont été constatées à l'issue du contrôle concernant la mise en place de mesures permettant de prévenir et de gérer les conflits d'intérêts. Les engagements sont donc en lien avec cette problématique. La société s'est notamment engagée à mettre en place des règles, des procédures permettant de prévenir les conflits d'intérêts et de tenir un registre des conflits d'intérêts, mais également à mettre à jour sa procédure LCBFT. C'est un des dossiers dont on avait parlé à cet égard. Par ailleurs, la société, et c'est tout à fait notable, s'est engagée à réaliser un audit externe sur ses engagements de remédiation. Ce type d'audit est parfois demandé donc dans le cadre des accords de composition, en particulier lorsque l'analyse de la bonne qualité des remédiations s'avère délicate. À cet égard, le rapport qui est remis par l'auditeur externe permet d'aider l'AMF dans la vérification de la bonne exécution des engagements de remédiation qui ont été pris par le signataire de l'accord. Merci. Avant de conclure, je vous propose que nous évoquions la décision rendue le 20 juillet 2022 à l'égard d'un dépositaire. Oui, dans cette affaire, la société sanctionnée exerçait principalement une activité de banque dépositaire d'OPCVM et de FIA à destination des fonds d'investissement et de clients institutionnels. Dans ce cadre, il lui appartenait de contrôler si les OPCVM dont elle était dépositaire respectaient les ratios d'investissement et de composition de l'actif qui leur étaient applicables. Et en cas de dépassement de l'un de ces ratios, le dépositaire devait mettre en œuvre une procédure d'intervention par palier qui allait de l'envoi d'une première demande de régularisation à l'information de l'AMF. Et quels étaient plus spécifiquement les manquements retenus à l'égard de ce dépositaire ? Alors, un certain nombre d'anomalies dans la mise en œuvre de la procédure d'intervention par palier, qui tenait par exemple au non-respect d'un ou plusieurs paliers ou à l'incapacité pour ce dépositaire de justifier de la clôture des alertes ou de l'absence de mise en œuvre de la procédure. Et on en revient donc au caractère opérationnel des procédures dont on parlait à l'instant. Si les dépositaires, en effet, disposent d'une certaine latitude dans l'élaboration de leurs procédures, ils doivent ensuite les mettre en œuvre
c'est-à-dire les respecter. Et dans cette affaire, la procédure prévoyait des modalités précises à mettre en œuvre en cas de dépassement, mais c'est précisément ces modalités-là qui n'ont pas été respectées. Alors, par cette décision, la commission des sanctions a également sanctionné le dépositaire pour suivi irrégulier et défaillant des flux de liquidité. Oui, la commission a considéré que pour 14 flux, le dépositaire n'avait pas recueilli des documents suffisamment précis et probants pour justifier qu'il ait respecté ses obligations d'identification de ces flux, des obligations aussi de suivi et de contrôle. Alors, Philippe, quels enseignements en tirer ? Alors, c'est une décision intéressante puisqu'elle concerne un dépositaire. Alors, la thématique des dépositaires a fait l'objet de déjà un certain nombre de discussions dans l'atelier sur les priorités de supervision, puisqu'il y a eu un spot organisé sur ces acteurs cette année. Je vais donc me concentrer simplement sur le suivi des flux de liquidité qui n'étaient pas couverts par les spots. Voilà, simplement pour insister sur l'importance d'adapter les contrôles à la situation spécifique des fonds. Évidemment, cela présuppose d'avoir une bonne compréhension, une bonne connaissance de la situation du fonds, donc des documents réglementaires à jour, bien comprendre la stratégie d'investissement, bien comprendre le cycle vie du fonds et adapter les alertes et les contrôles en conséquence. Donc, par exemple, voilà, une décision d'investissement qui est prise pour un fonds de capital d'investissement dans la phase d'investissement ne nécessite pas forcément d'alerte, là où la même décision et les mêmes flux de liquidité qui intervient en phase de liquidation doit nécessiter une réaction rapide de dépositaire. Il me reste à vous remercier pour ces échanges. Notre matinée se termine.